Bonsoir, installez-vous confortablement et on reprend avec le chapitre 2 de Hunger Games de Suzanne Collins. C'est parti. Un jour, alors que je guettais le passage du gibier caché dans un arbre, je me suis assoupie et j'ai fait une chute de 3 mètres avant d'atterrir sur le dos. C'était comme si l'impact avait chassé tout l'air de mes poumons. Je suis restée allongée là, m'efforçant d'inhaler, d'exhaler, de faire quelque chose. Voilà ce que je ressens en ce moment. Je tâche de me souvenir de respirer, incapable de parler, totalement abasourdie, tandis que le nom résonne dans mon crâne. Quelqu'un me serre le bras, un garçon de la veine, comme si j'avais commencé à défaillir et qu'il m'avait retenu. Il doit s'agir d'une erreur. Ce n'est pas possible. Le papier de prime était enfoui parmi des milliers d'autres. Le risque qu'elle soit désignée était si mince que je n'étais même pas inquiète pour elle. J'ai pourtant fait ce qu'il fallait. J'ai pris les TCRE, refusé qu'elle le fasse. Un seul papier, un seul parmi des milliers. Le sort lui était on ne peut plus favorable, et ça n'a fait aucune différence. Quelque part, très loin, j'entends la foule gronder, comme elle le fait toujours quand un enfant de 12 ans est choisi, parce que tout le monde trouve ça injuste. Et puis je la vois, blanche comme un linge, les poings crispés, qui s'avance avec raideur vers l'estrade, qui me dépasse, et je vois le dos de son chemisier qui pend par-dessus sa jupe. C'est ce petit détail, ce coin de tissu formant une queue de canard, qui me ramène à la réalité. Prime! Je crie d'une voix étranglée, tandis que mes muscles se remettent à fonctionner. Prime! Je n'ai pas besoin de me frayer un chemin à travers la foule. Les autres enfants s'écartent immédiatement, ouvrant un passage jusqu'à l'estrade. Salut la fracture de vivre. Je rattrape Prime alors qu'elle s'apprête à gravir les marches. D'un geste du bras, je la repousse derrière moi. « Je suis volontaire !» m'écriai-je. « Je me porte volontaire comme tribu. » Voilà qui provoque une certaine confusion sur l'estrade. Le district 12 n'a plus connu de volontaires depuis des décennies, et le protocole est quelque peu rouillé. Quand un tribut est désigné par le sort, la règle autorise un autre enfant à le remplacer, tant qu'il est éligible et du même sexe. Dans certains districts où remporter la moisson est considéré comme un immense honneur, beaucoup sont prêts à risquer leur vie, et le processus peut se révéler compliqué. Mais dans le district 12, où le mot de tribu rime avec vaincu, les volontaires sont une espèce disparue depuis longtemps. C'est trop chaud, Mido défie Trinket. Mais je crois qu'en principe, on doit d'abord annoncer le vainqueur de la moisson, puis demander s'il y a des volontaires, et ensuite seulement, si quelqu'un se propose... Elle hésite, visiblement peu sûre d'elle. Quelle importance, intervient le maire. Il me regarde avec une expression navrée. Il ne me connaît pas vraiment, mais je vois qu'il se souvient de moi. Je suis la fille qui lui apporte les fraises, avec laquelle sa propre fille discute de temps en temps. Celle qui, 5 ans plus tôt, s'est tenue devant lui, entre sa mère et sa sœur, quand il lui a présenté à elle, l'aînée de la famille, la médaille du courage. Une médaille posthume pour son père volatilisé dans la mine. Se souvient-il de cela ?
Quelle importance, répète-t-il d'une voix bourrue. Qu'elle s'avance donc. Prime pousse des hurlements hystériques derrière moi. C'est le but, Black Side. C'est un théotilleul. Elle m'en serre comme dans un étau entre ses petits bras osseux. Non, Katniss, non, tu ne peux pas. Prime, lâche-moi, lui dis-je brutalement. Parce que je suis bouleversée et que je ne veux surtout pas pleurer. Oui, j'ai mis du jus de citron sous. Car lors de la rediffusion des meilleurs moments de la moisson, ce soir, tout le monde remarquerait mes larmes, et je serais désignée comme une proie facile, une pleurnicharde. Je ne donnerai cette satisfaction à personne. Lâche-moi. Je sens qu'on l'arrache à moi. Je me retourne et vois Gale qui l'a soulevé du sol, et Prime qui se débat entre ses bras. Oui, il est trop pour monter. Vas-y, Catnip, dit-il d'une voix qu'il s'efforce de maîtriser. Puis il emporte Prime vers ma mère. Je redresse le buste et gravis les marches. Oui, salut Kevin, comment tu vas? Eh bien, bravo, s'écriait Fille Trinket. C'est l'esprit des jeux. Elle semble heureuse d'avoir enfin un district où il se passe quelque chose. Comment t'appelles-tu? J'avale ma salive. Katniss Everdeen. Je parie qu'il s'agissait de ta petite sœur. Tu ne voulais pas te laisser voler la vedette, hein? Allez tout le monde, je vous demande d'applaudir bien fort notre nouveau tribut. Je te mets en moto, attends. Voilà, normalement t'as des motos maintenant. Bravo Kevin. Mais, et j'en serai éternellement reconnaissante aux gens du district 12, personne n'applaudit. Pas même parmi ceux qui prennent les paris, ceux qui, d'ordinaire, se moquent bien de ce genre de choses. Peut-être parce qu'ils m'ont vu à la plaque, ou ont connu mon père, ou rencontré Prime, que tout le monde adore. De sorte qu'au lieu de recevoir des applaudissements, je reste là, immobile, pendant qu'ils affichent leur désapprobation de manière la plus courageuse, par le silence, qui signifie que nous ne sommes pas d'accord, que nous n'excusons rien, que tout cela est mal. Il arrive alors une chose inattendue, pour moi en tout cas, parce que je ne pensais pas compter sur le district 12. J'ai un problème avec la cam, je vais faire ça. Voilà. Mais il s'est produit un changement quand je me suis avancée pour prendre la place de Prime, et on dirait désormais que je suis devenue quelqu'un de précieux. Une personne, puis deux, puis quasiment toute la foule porte les 3 doigts du milieu de la main gauche à ses lèvres avant de les tendre vers moi. C'est un vieux geste de notre district, rarement utilisé, qu'on voit parfois lors des funérailles. Un geste de remerciement, d'admiration et d'adieu à ceux que l'on aime. Me voilà maintenant au bord des larmes, mais heureusement, Mitch choisit ce moment pour traverser l'estrade en titubant afin de me congratuler.
Regardez-la, regardez cette fille, braille-t-il en m'attrapant par les épaules. Il est d'une force étonnante pour une épave pareille. Elle me plaît. Son haleine empeste l'alcool et son dernier bain doit remonter à longtemps. Elle a des... Il hésite un instant sur le mot. Des tripes, achève-t-il avec un accent triomphal. Plus que vous. Il me lâche et s'approche du bord de l'estrade. Plus que vous tous, crie-t-il en pointant le doigt vers la caméra. S'adresse-t-il au spectateur ou bien est-il saoul au point d'insulter le Capitole ? Je ne le saurai jamais, car, alors même qu'il ouvre la bouche pour développer son propos, Mitch dégringole de l'estrade et tombe par terre, assommé. Ouais, le chômeur, sauf que l'araignée, elle était dans mon couloir, heureusement. Il a beau être pathétique, je lui suis reconnaissante. Grâce aux caméras qui braquent un œil sur lui narquois, j'ai juste le temps de lâcher un petit sanglot que j'avais dans la gorge et de reprendre mon sang-froid. Je croise les mains derrière le dos et je fixe mon regard au loin. J'aperçois les collines que j'ai gravies ce matin en compagnie de Gale. Pendant un moment, j'éprouve une pointe de regret. À l'idée que nous aurions pu fuir le district, disparaître dans la forêt. Mais je sais que j'ai eu raison de rester. Car qui d'autre se serait porté volontaire pour Prime ? On emporte Mitch sur une civière et Effie Trinket tente de réchauffer l'ambiance. Quelle journée incroyable ! Roucoule-t-elle en essayant de redresser sa perruque, qui penche sérieusement sur la droite. Mais nous n'en avons pas encore terminé. Il est temps de choisir notre tribut masculin. Ses cheveux glissent. Dans l'espoir de sauver la situation, elle les plaque sur sa tête, marche jusqu'à la boule contenant les noms des garçons et attrape le premier papier qui lui tombe sous la main. Elle s'empresse alors de regagner le podium. Je n'ai même pas le temps de prier pour Gale, qu'elle annonce déjà le nom. Pita Malark. Merci Kevin, ça serait bien. Les 500 bits, mais non. Pita Malark. Oh non, ai-je pensé. Pas lui. Parce que je connais ce nom, même si je n'ai jamais parlé directement à celui qu'il désigne. Pita Malark. Décidément, le sort ne m'est pas favorable aujourd'hui. Je le regarde s'approcher de l'estrade. Taille moyenne, trapu, des cheveux blonds cendrés qui ondulent sur son front. Le choc de l'annonce s'affiche sur son visage. On voit qu'il lutte pour demeurer impassible, mais ses yeux bleus trahissent la même frayeur que celle que j'ai vue si souvent chez le gibier. Pourtant, il grimpe sur l'estrade d'un pas ferme et prend sa place. Ça va, vous êtes bien installés. Hunger Game qui perd des millions à cause de sinon qui lit leur livre Not Stonks. T'es trop gentil, Kevin. Effie Trinket demande s'il y a des volontaires, mais personne ne s'avance. Il a 2 frères aînés, je le sais, je les ai vus à la boulangerie. Mais l'un est probablement trop âgé désormais pour se porter volontaire et l'autre ne le fera pas. C'est normal. La dévotion familiale montre ses limites le jour de la moisson. Ma réaction était tout à fait exceptionnelle. Le maire entame la longue et fastidieuse lecture du traité de la trahison, comme il le fait chaque année à ce stade. C'est la loi, mais je n'en écoute pas un mot. Pourquoi lui ? Me dis-je. Je tente de me convaincre que cela n'a pas d'importance. Pita Malark et moi ne sommes pas amis.
pas même voisins. Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Notre seule rencontre remonte à des années. Il l'a probablement oublié. Moi pas, cependant. Et je sais que je ne l'oublierai jamais. C'était durant la pire période. Mon père était mort 3 mois plus tôt dans ce coup de grisou, au cours du mois de janvier le plus froid qu'on ait jamais connu. L'engourdissement du premier choc était passé, et la douleur de sa perte me frappait n'importe où, me pliait en deux, le corps secoué de sanglots. « Où es-tu » m'écriai-je dans ma tête. « Pourquoi es-tu parti ?» Mais bien sûr, je n'avais aucune réponse. Le district nous avait remis une petite somme d'argent à titre de compensation, de quoi couvrir le mois de deuil à l'issue duquel on attendait de notre mère qu'elle reprenne le travail. Sauf qu'elle n'en a rien fait. Elle n'a rien fait du tout, sinon rester assise sur une chaise ou, le plus souvent, pelotonnée dans son lit sous les couvertures, le regard perdu dans le vague. Je laisse la porte ouverte, mais... Si on entend trop mon copain derrière, vous me le dites. De temps en temps, elle remuait, se redressait brusquement, puis retombait dans la prostration. C'est IG, point d'exclamation IG. Les supplications de Prime semblaient la laisser indifférente. J'étais terrifiée. Aujourd'hui, je suppose que ma mère était en quelque sorte prisonnière de sa tristesse. Mais, sur le moment, je voyais seulement que je ne pouvais plus compter sur aucun de mes deux parents. À 11 ans, alors que Prime n'en avait que 7, j'ai pris notre famille en charge. Je n'avais pas le choix. J'achetais à manger au marché, je préparais nos repas du mieux que je pouvais, tout en veillant à ce que Prime et moi restions présentables. Car, si l'on avait su que notre mère n'était plus en état de s'occuper de nous, le district lui aurait retiré notre garde et nous aurait confiés au foyer communal. Oui, on est censé dormir, c'est signaux. C'est Hunger Game, c'est pas hyper joyeux, mais bon, c'est un peu tout ce que j'ai. J'avais grandi au contact de tels enfants à l'école. Leur tristesse, les marques des coups sur leur visage, le désespoir qui leur voûtait les épaules. Pas question qu'une chose pareille arrive à Prime. La gentille petite Prime qui fondait en larmes dès qu'elle me voyait pleurer, sans même en connaître la raison, qui brossait les cheveux de notre mère avant notre départ pour l'école, qui continuait à nettoyer tous les soirs le miroir devant lequel se rasait notre père, parce qu'il avait horreur de cette poussière de charbon qui se déposait partout dans la veine. Je meurs trop drôle ta blague. Le foyer communal l'aurait broyé comme un rien. Alors, je gardais le secret sur nos soucis. L'argent a fini par s'épuiser et nous avons commencé à dépérir. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'arrêtais pas de me dire que si je pouvais tenir jusqu'en mai, jusqu'au 8 mai, j'aurais 12 ans, je pourrais signer les TCRE et obtenir ce blé et cette huile tant convoitée. Black Sky, va dormir. Merci Kevin pour les 64 bits, tu régales. Va dormir. Mais il restait encore plusieurs semaines. Nous serions peut-être déjà mortes, les 3 d'ici là.
Mourir de faim n'est rien de rare dans le district 12. Qui n'en a jamais vu les victimes? Des vieux trop faibles pour travailler, des enfants d'une famille comptant trop de bouches à nourrir, des gens devenus invalides dans la mine. Salut Max. Ça marche, Kevin. Des gens devenus invalides dans la mine, qui se traînaient dans la rue, et qu'on retrouve un beau jour affalés contre un mur, ou étendus dans le pré, à moins que l'on entende juste sangloter dans une maison. On appelle alors les pacificateurs pour enlever le corps. La faim n'est jamais la cause officielle du décès. C'est toujours la grippe, le froid ou la pneumonie, mais cela ne trompe personne. L'après-midi de ma rencontre avec Pita Malark, une pluie glaciale tombait à verse. J'étais sortie vendre des vieux vêtements de bébé de prime sur le marché, mais sans trouver preneur. Et même si j'avais déjà accompagné mon père plusieurs fois à la plaque, j'avais bien trop peur pour me rendre toute seule dans cet endroit lugubre. La pluie avait détrempé la veste de chasse de mon père, et j'étais glacée jusqu'aux os. Depuis 3 jours, nous n'avalions plus que de l'eau chaude avec quelques vieilles feuilles de menthe que j'avais trouvées au fond d'un placard. Je suis désolée, je lis pas tous vos messages. Je les lis dans ma tête, mais je peux pas les lire à haute voix, sinon ça coupe tout. Mais ça fait plaisir, continuez à parler, je vous en prie. À la fermeture du marché, je tremblais si fort que j'en ai lâché mes vêtements de bébé dans une flaque de boue. Je ne les ai pas ramassés. Je craignais de trébucher et d'être incapable de me relever. De toute façon, personne n'en voulait de ces habits. Je ne pouvais pas retourner à la maison, parce qu'à la maison m'attendait ma mère avec ses yeux éteints, ma petite sœur avec ses joues creuses et ses lèvres gercées. Dans une pièce enfumée, à cause du bois humide que j'ai ramassé à la lisière de la forêt depuis que nous étions à court de charbon. Je ne pouvais pas rentrer les mains vides. Je me suis retrouvée à patauger dans une ruelle boueuse, derrière les boutiques destinées à la frange aisée de la population. Les marchands vivaient au-dessus de leur commerce, de sorte que je me tenais, pour ainsi dire, dans leur arrière-cour. Je me souviens des jardins en friche, d'une chèvre ou deux dans un enclos, d'un chien trempé de pluie, attaché à un piquet, couché dans la boue comme une âme en peine. Je lis le chapitre en entier. Et si j'ai encore la foi, encore un peu plus. Pourquoi Black Sky. Mais après, je vais sûrement me coucher. Le vol est strictement interdit dans le district 12. Passible de la peine de mort. Mais l'idée m'est venue que cette loi ne s'appliquait pas au contenu des poubelles, dans lesquelles je trouverais peut-être quelque chose. Un os derrière la boucherie, des légumes pourris derrière l'épicerie, des restes que seule ma famille serait suffisamment désespérée pour manger. Malheureusement, le passage des ordures venait d'avoir lieu. Pourquoi vous vous posez cette question ? Au niveau de la boulangerie flottait une odeur de pain frais, si forte que j'en ai eu le vertige. Les fours donnaient derrière, et une lumière dorée s'échappait de la porte ouverte de la cuisine. Je suis restée là, fascinée par la chaleur et l'arôme capiteux, jusqu'à ce que la pluie s'en mêle et que ses doigts glacés au creux de mon dos me ramènent à la réalité.
J'ai soulevé le couvercle de la poubelle du boulanger. Elle était vide, impitoyablement vide. Max, je peux pas lire toute la nuit non plus, je suis désolée. Mais essaye de fermer les yeux quand même. Peut-être que ça va t'aider à dormir plus tôt que d'habitude. Une voix brutale m'a soudain aboyé dessus, et j'ai relevé la tête pour découvrir la femme du boulanger. Elle me criait de déguerpir si je ne voulais pas qu'elle appelle les pacificateurs, et qu'elle en avait assez de surprendre ces sales gamins de la veine à fouiller dans ses ordures. J'avoue, je fais pas d'effort. Dures paroles auxquelles je n'avais rien à répondre. Alors que je posais le couvercle et battais en retraite, je l'ai vu. Un jeune garçon aux cheveux blonds qui m'observait dans le dos de sa mère. Je l'ai aperçu à l'école. Il était dans la même classe que moi. T'es sérieux, Solito? Je peux pas gueuler, hein. Mais si je pouvais, je gueulerais, mais t'es incroyable. Putain, solide, tu rigoles. Merci beaucoup. Fallait pas, mais merci, ça fait plaisir. Je vous aime. Putain, attends, ça va être dur de reprendre là. Je sais plus où j'en suis. Alors que je reposais le couvercle et battais en retraite, je l'ai vu. Un jeune garçon aux cheveux blonds qui m'observait dans le dos de sa mère. Je l'avais aperçu à l'école. Merci pour ces vite. Non, t'inquiète, tu t'excuses pas, solide, tu rigoles. Merci beaucoup, putain. Il était dans la même classe que moi, mais j'ignorais son nom. J'espère qu'avec ça, au moins, tu t'endors, solide, putain. Il était toujours fourré avec les enfants de la ville. Comment l'aurais-je reconnu? Sa mère est retournée à l'intérieur en fulminant. Mais il avait dû me voir contourner l'enclos de leur cochon et m'adosser au tronc d'un vieux pommier. J'ai fini par me résigner à l'idée de rentrer bredouille. Mes genoux m'ont trahi, et je me suis laissé glisser au sol le long d'un tronc. C'en était trop. Je me sentais mal, faible et fatiguée. Oh, si fatiguée. Qu'on appelle donc les pacificateurs et qu'on nous emmène au foyer communal, ai-je pensé. Ou, mieux encore, que je crève ici même, sous la pluie. Black Sky, sûrement, je vais rester jusqu'à 1h. Enfin, je sais pas, on verra. Hello, Shenrae, comment tu vas? Il a payé très très cher une gouverne. Je vais essayer de rester jusqu'à 1h si vous voulez. Mais j'espère que je vais réussir à lire jusqu'à 1h. Mais bon, si vous êtes motivé et tout, si vous me dites que vous avez besoin que je reste tard, eh ben je reste tard. C'est bien, Shenrae, il faut chuchoter ici. On s'endort, il y a des gens qui dorment, donc il faut chuchoter tranquillement. Des bruits sont sortis de la boulangerie. J'ai entendu la femme hurler de plus belle. Puis un bruit de coups, et je me suis demandé vaguement ce qui se passait. Bah, si vous voulez une full ASMR, si vous voulez, j'y lis en ASMR, hein, si vous voulez. Si vous voulez. Mais je sais pas, moi je préfère en small talk. Mais si vous préférez que je lise en ASMR, vous me le dites, ça me dérange pas non plus. J'ai entendu la femme hurler de plus belle, puis un bruit de coups, et je me suis demandé vaguement ce qui se passait. Des pas ont clapoté vers moi dans la boue, et je me suis dit, c'est elle. Elle vient me chercher à coups de bâton. Je me trompais cependant. C'était le garçon. Il tenait dans les bras 2 grosses miches
qui avaient dû tomber dans le feu à en juger par leur croûte noircie. Excusez-moi. Qui avaient dû tomber dans le feu à en juger par leur croûte noircie. C'est sinon, je suis nulle en poème, je sais pas écrire des poèmes. Désolée Max Prosi, si vous voulez, je lis vos messages juste en small talk au lieu de chuchoter. Pour 5000 points de chaîne, Darto Citron vient vous lire une histoire dans votre lit, à côté, comme ça, pour vous endormir. Faut que je fasse des nouveaux points de chaîne. Tu improvises. Non mais ça va être nul. Mais si vous avez des textes que vous aimez bien, je peux vous les lire. Avec des papouilles dans les cheveux. Faut mettre 20 000 points de chaîne pour les papouilles dans les cheveux. En plus de la lecture. Jette-les donc au cochon, crétin, a hurlé sa mère. À qui tu veux qu'on vende du pain brûlé ? Il a arraché quelques morceaux calcinés qu'il a lancés dans l'enclos. Puis le carillon de la porte d'entrée a tinté et la mère a disparu pour servir un client. Le garçon ne m'a pas accordé un regard. Moi, en revanche, je l'observais. À cause du pain, à cause de la marque rouge sur sa pommette, avec quoi l'avait-il frappé ? Mes parents ne nous avaient jamais battus. C'était inimaginable pour moi. Merci Porto Croaro pour le follow. Installe-toi et viens dormir. Je suis à combien de followers là ? Je sais même pas. Je crois qu'on n'est pas loin des 100 les amis. Hein. Je suis à 97. Encore 3 abonnés, on est à 100. Incroyable. Merci. Merci à tous. Tu as fait endormir mon chien. C'est déjà ça. Le garçon a jeté un coup d'œil derrière lui, comme pour s'assurer que la voie était libre. Puis, se retournant vers le cochon, a lancé l'une des miches dans ma direction. Le second a suivi aussitôt, après quoi il a regagné la boulangerie en refermant soigneusement la porte de la cuisine derrière lui. Si vous voulez, j'arrête de lire vos messages. Hein. Si vous voulez vraiment que je lise un message, vous mettez le petit arrobase, comme ça je le vois, mais j'arrête de lire vos messages, comme ça je lis d'une traite. J'ai fixé les miches avec incrédulité. Elles étaient très bien, parfaites même, à part la croûte brûlée. Avait-il voulu me les offrir ? Sans doute, parce qu'elles gisaient à mes pieds. Avant qu'on me surprenne, je les ai fourrées dans ma chemise. Sous ma chemise. J'ai refermé les pans de ma veste de chasse et dégarpillé promptement. La chaleur des pains me brûlait la peau, mais je les ai serrés encore plus fort, comme on se cramponne à la vie. Le temps que je rentre, les miches avaient un peu refroidi, mais restaient tièdes à l'intérieur. En me voyant les poser sur la table, Prime a tout de suite voulu en prendre un morceau. Je l'ai obligée à s'asseoir. J'ai forcé ma mère à nous rejoindre à table et je nous ai versé du thé chaud. J'ai gratté la croûte noircie, puis j'ai coupé le pain. Nous avons dévoré une miche entière, tranche après tranche. C'était de l'excellent pain, au raisin et aux noix. J'ai étendu mes vêtements près du feu, je me suis glissée dans le lit et je me suis endormie d'un sommeil sans rêve. C'est seulement le lendemain matin que m'est venue l'idée que le garçon avait pu brûler ses pains exprès.
Peut-être qu'il les avait lâchés dans le feu, sachant qu'il serait puni, pour me les donner ensuite. Mais non, c'était forcément un accident. Pourquoi aurait-il agi ainsi ? Il ne me connaissait même pas. Malgré tout, le seul fait de me les avoir lancés constituait déjà un sacré cadeau, qui lui vaudrait sûrement une correction sévère si on l'apprenait. Je ne m'expliquais pas son comportement. Nous avons encore mangé du pain au petit déjeuner et sommes partis pour l'école. On aurait dit que le printemps était arrivé en l'espace d'une nuit. L'air était tiède et parfumé. Les nuages paraissaient floconneux. À l'école, j'ai croisé le garçon dans le couloir. Sa joue avait enflé et il avait un œil au beurre noir. Il se trouvait en compagnie de ses amis et n'a semblé ne même pas me remarquer. Mais, en passant chercher Prime pour rentrer chez nous cet après-midi-là, je l'ai vu qui m'observait de l'autre côté de la cour. Nous nous sommes regardés une seconde, puis il a tourné la tête. J'ai baissé les yeux, gênée. Et là, j'ai vu le premier pissenlit de l'année. J'ai eu un déclic. J'ai repensé aux heures passées dans les bois avec mon père. Et j'ai su comment nous allions nous en sortir. Je bois mon petit thé. Aujourd'hui encore, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ce garçon, Pitamelark, et le pain qui m'a donné espoir. Et le pissenlit qui m'a rappelé que je n'étais pas condamnée. Plus d'une fois, dans le couloir de l'école, je l'ai surpris qui regardait dans ma direction avant de se détourner aussitôt. J'ai la sensation d'avoir une dette envers lui, ce que je déteste. Peut-être que si j'avais pu le remercier, je me sentirais moins mal aujourd'hui. J'ai voulu le faire parfois, mais sans jamais trouver le bon moment. Ce moment ne se présentera plus désormais, parce qu'on va nous lâcher dans une arène afin que nous nous y affrontions jusqu'à la mort. Je vois mal comment glisser un « merci » là-dedans. Ça n'aura pas l'air sincère si je m'efforce en même temps Ça n'aura pas l'air sincère si je m'efforce en même temps de lui trancher la gorge. Oui, c'est Hunger Game. Bonsoir, Pérez. Oh non, j'ai fait une tache de fraise molle sur ma cravate LED. Le maire achève son interminable traité de la trahison et nous fait signe de nous serrer la main. Celle de Pita est chaude et ferme comme du bon pain. Il me regarde droit dans les yeux et j'ai l'impression qu'il me presse les doigts avec douceur pour me rassurer. Peut-être s'agit-il d'un spasme nerveux. Nous nous retournons vers la foule pendant que retentit l'hymne de Panem. Oh, et puis zut, me dis-je, nous serons quand même 24. Avec un peu de chance, quelqu'un d'autre l'éliminera avant moi. Il est vrai que la chance n'a pas l'air de mon côté ces derniers temps. C'est la fin du chapitre 2. J'ai l'impression d'être en cours, ça me fatigue. Bon, si ça t'endort, Max Prosy, c'est l'important. Je vais couper le rec.